Merci. Bonjour à tous. Alors je vais non pas animer mais lancer la conférence, la première de l'après-midi. C'est la troisième après-midi des perspectives de Combloux. Hier, on a beaucoup entendu parler de puits de carbone à propos des forêts, des sols forestiers. Mais on n'a pas vraiment dit ce que c'est qu'un puits de carbone, comment ça marche, comment on y entre, comment on en sort, au bout de combien de temps. Quelles sont les solutions pour augmenter le volume et l'efficacité des puits de carbone, dont on a vu qu'ils étaient des solutions pour stocker les gaz à effet de serre, en tout cas le CO2. Et pour traiter ces questions, nous allons écouter successivement deux personnalités spécialistes de sujet. D'abord Sylvain Pellerin, qui est chercheur en biochimie, géochimie à l'INRAE, et qui va être le premier à parler pour nous expliquer l'état des lieux, en quelque sorte, et les problèmes qui se posent. Et ensuite, Anaïs Bach, qui, elle, proposera, si c'est possible, des solutions. Vous avez, je crois, fondé une entreprise qui s'appelle Hummingbirds, qui veut dire colibri en anglais. Et donc, on connaît le colibri, l'analogie à laquelle on l'associe très souvent. Et donc, on va commencer par vous écouter, vous, Sylvain Pellerin, et ensuite, Anaïs Bach prendra le relais. Merci, merci d'avoir résisté à la tentation d'aller marcher en montagne. Merci aux organisateurs pour l'invitation. Donc, comme l'a dit Étienne, je suis Sylvain Pellerin, directeur de recherche à INRAE, qui est l'opérateur de recherche français dans le domaine de l'agriculture, la forêt, l'environnement, l'alimentation. Voilà. Donc, effectivement, on poursuit nos travaux, notre réflexion sur ces liens entre les écosystèmes, l'impact du changement climatique et puis les écosystèmes en tant que moyen d'atténuer ce changement climatique. Moi, je vais vous parler des sols. Les sols en tant que puits de carbone. Alors je commence par cette diapo. On y voit une coupe de sol, telle qu'on peut l'observer quand on fait une fosse pédologique. Alors bien sûr, il y a une très grande diversité de types de sol. Alors ce qu'on voit sur ce profil, quelque chose d'assez classique, le sol il est un petit peu plus sombre en surface qu'en profondeur. Et il est un peu plus sombre en surface parce qu'il contient un peu plus de matières organiques. Alors les matières organiques du sol, c'est entre 1 et 10% de la masse du sol, dans les sols les plus courants. Ça peut être beaucoup plus dans le cas des sols tourbeux dont on a parlé hier, où ça peut s'approcher du 100%. La concentration en matière organique, elle est généralement décroissante avec la profondeur, parce que les entrées de carbone se font plutôt par le haut, ce sont les litières, les feuilles, etc. Et cette matière organique, elle est composée à 55% chimiquement de carbone, associé à de l'oxygène, de l'hydrogène, de l'azote, etc. Alors ce carbone organique du sol, il est à bien distinguer du carbone inorganique qu'on va trouver par exemple dans le CaCO3, le calcaire. Alors ce carbone organique du sol, il provient du retour au sol des résidus végétaux élaborés par assimilation chlorophyllienne de CO2 atmosphérique. Ça a déjà été largement présenté. Ces résidus contenant du carbone provenant de l'atmosphère, ils arrivent au sol après diverses transformations et ils vont être transformés par la faune, puis les micro-organismes du sol. Et à l'issue de cette transformation, va intervenir un processus très important qui est la stabilisation de ce carbone organique par des interactions organo-minérales. Alors ce que vous avez à gauche, c'est un schéma qui résume ces différentes étapes. Au départ, on a des feuilles mortes, des résidus de culture, des choses assez grossières, et puis tout cela est croqué par des petits insectes du sol, puis par des vers de terre, et puis ensuite il y a les champignons, les bactéries qui vont aussi utiliser ces substrats avec
transformations successives qui vont aboutir à des molécules organiques de plus en plus simples jusqu'à la phase ultime qui est le retour du carbone sous forme de CO2 dans l'atmosphère. Alors ce qui est intéressant et notable, c'est qu'à mesure que les molécules vont devenir de plus en plus petites, elles vont aussi être de plus en plus interactives avec la phase minérale du sol. Donc ça va être des phénomènes d'adsorption de type physico-chimique entre ces molécules organiques et par exemple les argiles du sol, qui vont avoir pour effet de rendre cette matière organique de plus en plus difficilement accessible aux micro-organismes du sol. Et ça va retarder le retour de ce carbone dans l'atmosphère sous forme de CO2. Et ce phénomène de stabilisation du carbone par des interactions organo-minérales, c'est ça qui fait que le temps de résidence du carbone dans le sol, il peut atteindre plusieurs années, plusieurs décennies, voire plusieurs siècles. C'est ce que est représenté à droite, ou avec des techniques isotopiques. Là, c'est une méta-analyse. On date l'âge du carbone, depuis combien de temps le carbone est-il là, et on voit que plus on va vers la profondeur du sol, plus on a du carbone qui est là depuis longtemps, depuis 10 ans, depuis 50 ans, depuis 100 ans, voire depuis plusieurs centaines d'années. Et donc l'existence de ce stock de carbone organique dans les sols à temps de résidence long, eh bien, il contribue à l'atténuation du changement climatique parce que ce carbone, tant qu'il est là, dans la matière organique du sol, eh bien, il n'est pas sous forme de CO2 dans l'atmosphère et il ne fait pas du réchauffement climatique. Alors, peut-être quelque chose d'important, parce qu'il peut y avoir des idées un petit peu erronées concernant ce carbone du sol. Donc, dans un sol sur lequel il n'y a pas de végétation, il n'y a pas de carbone organique, puisque c'est la végétation qui fournit le carbone au sol. Et le sol, lui, il le stabilise, et il sert un petit peu de ralentisseur du cycle de carbone, et c'est à ce titre qu'il est intéressant. Alors, dans un sol, il y a en permanence du carbone qui rentre, les litières, les résidus de culture, les apports d'effluents d'élevage, etc. Et en permanence du carbone qui sort, qui minéralise sous forme de CO2, hormis dans le cas particulier, par exemple, des tourbières où les conditions d'anoxie font que le carbone se dégrade quasiment pas. Donc c'est un petit peu comme un problème de baignoire, en permanence du carbone qui rentre, du carbone qui sort, et donc dans un régime stationnaire, c'est-à-dire s'il n'y a pas de changement d'occupation du sol, s'il n'y a pas de changement de pratique, eh bien le stock de carbone dans le sol, il va tendre vers une valeur d'équilibre avec une asymptote. C'est-à-dire qu'un sol, il ne va pas accumuler à l'infini du sol. Voilà, il n'augmente pas à l'infini. Par contre, s'il y a un changement d'usage, par exemple, on remplace une culture par une prairie, ou à l'inverse, on laboure une prairie pour en faire une culture, ben là, on va changer la valeur d'équilibre vers laquelle on va tendre. Alors là, c'était quelques rappels sur un petit peu les processus à l'œuvre concernant ce carbone organique du sol. Là, on va complètement changer d'échelle. On va regarder le cycle du carbone à l'échelle planétaire. Alors, je suis un peu gêné parce que je ne vois pas de près ma diapo. Donc, vous avez ici un graphique sur lequel... Oui, mais bon... Ouais, peut-être on peut essayer ça. Vous m'entendez? Oui, d'accord. Voilà. Donc c'est un graphique des stocks et des flux de carbone entre les différents compartiments. Tout est exprimé en milliards de tonnes de carbone. Vous verrez tout à l'heure des chiffres d'Anaïs où c'est exprimé en milliards de tonnes de CO2. Bon, il y a un rapport de 3,75 entre les deux, mais ce sont bien les mêmes chiffres. Alors, chaque année, l'humanité, du fait de l'usage d'énergies fossiles, elle envoie dans l'atmosphère 9,4 milliards de tonnes de carbone sous forme de CO2. À cela s'ajoute, du fait de la déforestation, 1,5.
Alors les écosystèmes nous aident, ils tamponnent ça, puisqu'ils reprennent pour les écosystèmes terrestres 3,2 milliards et pour les écosystèmes aquatiques 2,4. Donc si on fait le bilan, 9,4 plus 1,5 de flux vers l'atmosphère, ça fait à peu près 11. Les écosystèmes terrestres et aquatiques qui en reprennent de l'ordre de 5, mais il en reste voilà, un peu moins de 5 dans l'atmosphère qui s'accumulent chaque année, et c'est ça qui fait du réchauffement climatique. Alors, j'attire votre attention sur 2 chiffres. Le stock de carbone dans les sols, stock carbone organique, entre 1500 et 2500 milliards de tonnes de carbone, à comparer à ce qu'il y a dans l'atmosphère de l'ordre de 860 milliards de tonnes de carbone. Donc il y a 2 à 3 fois plus de carbone dans les sols, sous forme de matière organique, qu'il n'y en a dans l'atmosphère, sous forme de CO2. Alors, dans les sols, évidemment, le stock, il y a de l'incertitude, c'est pour ça qu'il y a 1500 à 2500. Il y a un horizon sur lequel on a des chiffres beaucoup plus précis, c'est l'horizon 0,30, parce que historiquement, c'est là qu'on faisait beaucoup des mesures. Donc là, on a un chiffre beaucoup plus précis, à l'échelle planétaire. Il y a 830 milliards de tonnes de carbone dans l'horizon 0,30 des sols de la planète. Alors, imaginons que ce stock, on arrive à l'augmenter de 4 pour 1000 par an, 0,4%. C'est pas beaucoup. Ça ferait 830 fois 4 pour 1000, 3,2 milliards de tonnes de carbone par an qu'on arriverait à mettre en plus dans les sols. Si en même temps qu'on faisait ça, on arrêtait de déforester, on économiserait 1,5 milliard de tonnes. Donc 3,2 plus 1,5, ça fait 4,7. Et 4,7, c'est justement le chiffre, la quantité qui s'accumule dans l'atmosphère chaque année. D'où l'idée, mais ce compartiment sol, si on arrivait à augmenter un petit peu le stock de carbone qu'il y a là-dedans, est-ce qu'il n'y a pas une piste pour atténuer le changement climatique? Donc c'était l'idée qui a beaucoup été portée. Alors on lui avait, nous les scientifiques, un petit peu soufflé les chiffres, et ça a été repris au niveau politique par un ancien ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, qui a introduit cette idée dans les négociations de la COP 21 à Paris. En plus, stocker du carbone dans les sols, c'est pas seulement intéressant d'un point de vue lutte contre le changement climatique. Depuis toujours, les agronomes et les agriculteurs savent que avoir du carbone dans un sol, c'est intéressant pour la fertilité du sol, puisque ça retient les éléments minéraux, ça protège le sol contre l'érosion, ça augmente la capacité du sol à retenir l'eau. Voilà, donc c'est un levier qu'on peut considérer comme gagnant-gagnant. Pourtant, suite à l'initiative française internationale sur ce 4 pour 1000, il y a eu du débat, y compris scientifique. Parce que oui, si on met en avant ce levier-là qu'on aurait pour lutter contre le changement climatique, est-ce que ça risque pas d'affaiblir le message comme quoi il faut absolument baisser nos émissions ? On pourrait, ça y est, on a la solution. Donc, voilà. Bien sûr, c'est un calcul d'ordre de grandeur extrêmement simple. Et puis, la séquestration de carbone dans les sols, elle a des limites. C'est un processus qui est limité dans le temps. Je l'ai déjà évoqué. On ne peut pas indéfiniment augmenter les stocks. Plafonné, réversible, si on met en œuvre des pratiques agricoles ou sylvicoles favorables au stockage de carbone, les stocks vont augmenter, mais si on arrête, ils vont rediminuer. Voilà. Et puis surtout, pour augmenter les stocks de carbone dans un sol, il faut avoir du carbone entrant. Voilà. Et donc se pose le problème de la ressource en carbone entrant et des compétitions d'usage pour cette ressource. Alors, l'INRA a été sollicité il y a quelques années pour faire ce travail d'évaluation du potentiel de stockage additionnel dans les sols à l'échelle de la France que j'ai coordonné. Et c'est ça qui a donné un certain nombre de publications scientifiques et de documents et d'ouvrages sur ce sujet. Alors, juste quelques résultats sur le... Vous avez ici une carte de France des stocks de carbone, donc c'est dans l'horizon 0,30, ce sont des tonnes par hectare. Plus c'est rouge, plus les stocks sont élevés. Donc
Alors peut-être d'abord un ordre de grandeur hein, pour dire de quoi on parle. Moi j'aime bien les ordres de grandeur et les chiffres. Si on fait l'intégrale à l'échelle du territoire français métropolitain des stocks de carbone dans les sols, on a 3,58 milliards de tonnes de carbone. Et si on compare ça, alors si on passe de carbone à CO2, ça fait à peu près 13 milliards de carbone. Si on compare ça à ce que notre pays émet chaque année en CO2, c'est 30 fois plus. C'est-à-dire ce qu'on a sous nos pieds, dans nos sols, c'est l'équivalent de 30 années d'émissions de CO2. Bon, c'est un calcul très théorique, mais c'est pour dire que quand même, c'est un compartiment qui pèse. Alors, ce qui saute aux yeux quand on regarde ce genre de carte, c'est que là où les stocks sont les plus élevés, c'est dans les zones d'altitude. Alors, une des raisons, c'est que quand il fait froid, hein, la minéralisation du carbone est ralentie, et donc il y a moins de carbone qui repart sous forme de CO2, donc il s'accumule. Et puis il y a un effet aussi type d'écosystème en zone d'altitude, c'est là où on a des forêts et des prairies et c'est là où les stocks sont plus élevés. Ce que je vous montre maintenant, hein, quand on regarde à l'échelle France entière les stocks par mode d'occupation du sol. Donc vous avez les ordres de grandeur. Hein. Là où les stocks sont les plus bas, c'est dans les sols artificialisés. C'est très variable, mais un sol artificialisé, c'est forcément un sol qui perd du carbone, puisqu'il n'y en a plus qui rentre. Là où les stocks sont faibles, c'est dans des écosystèmes de type vigne, hein, parce qu'il y a très peu d'apport de carbone au sol. Ensuite, on a les grandes cultures, de l'ordre de 50 tonnes par hectare. Et puis ensuite, on a les prairies, 80, et les forêts, 80. Alors, il y a deux résultats à retenir là. Oui, sous un sol de prairie, il y a autant de carbone que dans un sol forestier. Mais bien sûr, dans le cas de la forêt, il y a aussi tout le carbone qui est dans la biomasse. C'est à peu près autant. Hein. Donc, du coup, dans un écosystème forestier, il y a à peu près 2 fois plus de carbone que dans un écosystème prairial. Et bien sûr, si on pondère ça par les surfaces, on voit que, alors c'est des chiffres qui ont déjà été présentés hier, hein, les forêts, c'est à peu près un tiers de notre territoire, mais si on compte ça en stock de carbone, c'est presque 40% des stocks de carbone du sol de ce fait-là. Alors, là où... parce que j'avais quand même un petit peu envie de vous parler d'agriculture, certes, là où les stocks sont les plus élevés, c'est sous prairies permanentes et sous forêt. Mais ce qu'a montré le résultat de notre travail, c'est que sous ces écosystèmes-là, les stocks sont déjà élevés et finalement, il n'est pas très facile de les faire remonter encore davantage. À l'inverse, là où le potentiel de stockage additionnel est le plus fort, c'est dans les zones agricoles. Parce que là, les stocks ont beaucoup diminué du fait des pratiques agricoles passées et on pourrait les faire remonter. Voilà. Et donc, ce que vous avez en orange ou en jaune hein, sur cette carte, c'est là où le potentiel de stockage additionnel est le plus élevé. C'est là où il y a de la marge de progrès. Et là où c'est en violet ou en un peu rouge, c'est là où les stocks sont déjà élevés, dans certains cas proches de la saturation. On ne peut pas tellement les augmenter encore. Par contre, il y a un enjeu de les préserver. Voilà. C'est la différence, et elle est importante, hein, entre stock et variation de stock. Voilà, oui, c'est ce que je disais. Hein, l'enjeu en zone d'altitude, sous les prairies permanentes ou les forêts, c'est plutôt de préserver le stock. Et l'enjeu en zone de plaine agricole, c'est d'augmenter le stock. Et là, on a identifié un certain nombre de pratiques agricoles hein, qui permettraient d'augmenter ce stock. La généralisation des cultures intermédiaires, c'est-à-dire ne pas laisser les sols nus, mais avoir toujours un couvert végétal entre deux cultures principales qui va faire rentrer du carbone. Le développement de l'agroforesterie et des haies, donc mettre de l'arbre dans les écosystèmes agricoles, et puis remplacer le maïs en silage par des prairies temporaires. Voilà. Si on faisait ça sur l'assiette où c'est possible, on aurait un potentiel de stockage additionnel de à peu près 59 millions de tonnes de CO2 équivalent par an. Ça représente 13% des émissions françaises. Donc il y a deux idées importantes là-dedans. C'est 13%
c'est pas négligeable, ça vaut le coup peut-être de s'en occuper, mais ça tout seul, ça ne va pas nous permettre d'atteindre la neutralité carbone. Voilà, on ne compense que 13%. Donc les sols, même s'ils sont très importants, à eux tout seuls, ils ne vont pas nous sauver. Voilà. Alors ça me permet de conclure, j'approche de la fin, hein, sur la vision stratégie nationale bas carbone de la France. Vous savez que l'objectif que l'on s'est fixé, c'est la neutralité carbone en 2050. Alors en bleu, hein, ce sont les émissions vers l'atmosphère. Donc les émissions liées au transport, liées au résidentiel, liées, enfin voilà, tout ce qu'on émet. Et en vert, ce sont les puits de carbone, donc les émissions négatives. Donc la cible, c'est en 2050, à peu près 80 millions de tonnes d'émissions résiduelles par an, incompressibles, compensées par à peu près 80 millions de tonnes fixées dans les puits de carbone. Alors, quand on regarde d'où on vient, hein, quand on a commencé la scénarisation en 2017, on était à un peu moins de 500 millions de tonnes de CO2 équivalent émis par an. Si on veut arriver à 80, il faut diviser par 6. Voilà. Et ça, ben, c'est la sobriété, hein, dans l'usage des énergies, c'est les énergies renouvelables, c'est le nucléaire, c'est le véhicule électrique, etc. C'est tout ça qui doit nous permettre de faire la partie bleue. Et puis la partie verte, l'objectif c'est de la multiplier par 2, donc passer d'à peu près 40 à 80, et c'est là qu'interviennent nos forêts, nos sols, nos prairies, voire, certains travaillent là-dessus, des puits technologiques, hein, des sortes d'aspirateurs à CO2. Alors quand on regarde les tendances, hein, contrairement à une idée reçue, ben, pour l'instant sur la partie bleue c'est pas si mal. On était à plus de 500 en 1990, on est à 445 en 2018, à 373 en 2023. Donc on est à peu près sur la trajectoire fixée, mais évidemment le plus dur reste à faire. Par contre, finalement, là où il y a une inquiétude à laquelle on ne s'attendait pas, c'est sur la partie verte. On s'était dit, bon, ça ne sera pas trop difficile de doubler les puits de carbone avec les surfaces forestières qui s'accroissent, etc. Ce qu'on a vu hier. Et puis, en fait, c'est un peu l'inverse qui se passe. On a de grosses inquiétudes sur les puits de carbone du fait des sécheresses, du fait des incendies, etc., qui mettent à mal ce puits sur lequel on comptait pourtant pour atteindre la neutralité. Et donc, quand on regarde les chiffres précis, hein, ça c'est une courbe qui zoome un petit peu la partie verte. Alors, la partie verte, c'était la partie verte espérée. Et puis ça, c'est la courbe observée. On voit qu'effectivement, dans les années 2010, hein, on était à 40 millions de tonnes d'émissions négatives prélevées par les écosystèmes et fixées. Et en fait, depuis, ça se dégrade. Alors qu'il faudrait que ce soit l'inverse qui se passe. Voilà, quelques idées pour récapituler. Alors oui, le stockage de carbone dans les sols, c'est un levier mobilisable parmi d'autres, hein, pour lutter contre le changement climatique. Le potentiel de stockage additionnel, il est surtout dans les sols agricoles. On identifie des pratiques favorables, type culture intermédiaire, agroforesterie, haies, prairies temporaires. Alors après, il y a la question de quels instruments incitatifs pour que ces pratiques favorables soient adoptées. Et là, on peut penser à la politique agricole commune, notamment. En prairie permanente et en forêt, l'enjeu, c'est plutôt de préserver les stocks déjà élevés. Et puis, mais c'est toujours le message sur lequel je conclus, favoriser le stockage additionnel de carbone dans les sols et dans l'ensemble de l'écosystème, ça ne peut être qu'un complément, et j'avais presque envie d'ajouter un petit complément, à l'effort drastique nécessaire pour réduire nos émissions. Ouais, je suis toujours très méfiant par rapport à un discours qui peut être très... oui, les écosystèmes sont nos alliés, c'est eux qui vont nous sauver, etc. Oui, mais pas tout seul. Si nous, on ne fait pas la partie bleue, les écosystèmes, ils peuvent nous aider pour la partie verte, mais si on ne fait pas la partie bleue, le compte n'y sera pas. Voilà, merci pour votre attention. Merci. Et puis,
Bravo, parce que le timing est parfaitement respecté. Et alors peut-être on va faire les questions tout de suite pour vous, puis on passe la parole à Anaïs, comme ça évite de perdre le fil si quelqu'un avait des questions. Franck. Je te laisse te présenter. Bonjour, Franck Boileau, habitant de Combloux et organisateur du programme. Je voulais savoir si les chiffres France que vous évoquez comprennent la partie Guyane ou sont simplement France Métro. Alors, c'est une bonne question. Je crois que ça comprend la partie Guyane, même si elle n'est pas sur mes cartes. Désolé. Par contre, ce qu'il n'y a pas dans mes chiffres, et je pensais que ta question allait être là-dessus, c'était la partie import, hein, puisque vous savez que notre empreinte carbone, c'est bien sûr ce qu'on émet chez nous, mais il y a aussi les émissions liées à ce qu'on importe. Et là, les chiffres n'y sont pas. Donc notre empreinte carbone est encore plus forte, la partie bleue, quand on tient compte de ce qu'on importe de la Chine notamment. Peut-être pas tout à fait, mais en tout cas, ça pèse. Alors après, il ne faut pas faire le raisonnement, quelquefois un peu rapide que font certains. Pour réduire notre empreinte carbone, arrêtons les importations. Oui, sauf que ce qu'on n'achètera plus, il faudra le produire chez nous, et donc il y aura aussi des émissions chez nous. Voilà. Mais cela dit, voilà, il y a quand même des leviers. Voilà, on n'a pas le temps de parler de l'élevage, de la consommation de viande, etc. Mais c'est sûr qu'il y a des leviers en réduisant les importations de viande, de maintenir un élevage chez nous tout en respectant nos objectifs climatiques. Oui, bonjour monsieur. J'étais horticulteur un peu dans une vie précédente. Est-ce que vous avez pensé à l'application? C'est-à-dire qu'on est en train de réfléchir à nouveau au modèle agricole, Oui. faire évoluer post-Deuxième Guerre mondiale maintenant. Mm-hmm. Et est-ce que dans l'INRA, il y a des services ou vous-même, est-ce qu'il y a des éléments, des personnes qui travaillent sur le nouveau modèle et comment le faire passer et le suggérer à nos politiques aussi? Parce qu'il y a un double aspect, j'imagine. Oui, ben, ça a été d'actualité il y a pas très longtemps, parce que vous savez qu'INRAE a été interpellé sur oui, mais à quoi vous servez? Et c'est vrai qu'en tant que chercheur, on a beaucoup contribué à alerter sur le changement climatique, ses impacts, mais aussi les limites du modèle agricole conventionnel, les dangers des pesticides, etc. Maintenant, les citoyens et les politiques nous disent, et ils ont raison, ils nous disent, ok, c'est bien, maintenant, proposez-nous des solutions. Voilà, alors on en a, oui, il y a ce qu'on appelle la transition agroécologique. Une des idées importantes, ça va être de réintroduire de la diversité. Une des limites de nos systèmes agricoles qui fait qu'on utilise beaucoup de pesticides, beaucoup d'engrais de synthèse, etc., c'est qu'on les a trop simplifiés. On a des animaux qui sont à l'ouest, tout le bassin parisien où il n'y a plus d'animaux, donc toute la complémentarité agriculture-élevage, on l'a un peu perdu. Remettre de la diversité interspécifique, c'est un moyen de lutter contre les bioagresseurs et de se passer un peu de pesticides chimiques. Donc oui, il y a des solutions. En général, elles sont ce qui limite leur... Le fait de les mettre en œuvre, c'est que, en général, elles supposent quand même un peu plus de temps de travail et de main-d'œuvre. Et chez nous, ce qui coûte cher, c'est le travail. Voilà. Très bien, merci. On va prendre une dernière question là-bas. Bonjour, Thibaut Guéraudy du pôle Excellence Bois. J'ai une petite question par rapport au carbone, donc l'arbre à stocker pendant sa vie. En fin de vie, lorsqu'il meurt en forêt, est-ce que vous avez une idée de la part de carbone qui va être retournée dans le sol et de la part de carbone qui va être réémise dans l'atmosphère? Oui, alors tout dépend de la temporalité à laquelle on va regarder ça. Mais effectivement, des matières organiques, alors ça peut être du bois ou qu'on va apporter au sol, il y a 40, quelquefois 50% de ce carbone qui, dans l'année, alors peut-être pas si c'est du bois, mais si c'est des matières organiques plus fermentescibles,
oui, il y a la moitié, 60%, qui va repartir sous forme de CO2 rapidement dans l'atmosphère. Et seulement une minorité, c'est pour ça que tout à l'heure j'utilisais le terme de à rendement faible. Hein. C'est-à-dire que quand on met du carbone dans un sol, finalement, il n'y en a qu'une partie minoritaire qui va être stabilisée et stockée durablement. D'où des questions sur lesquelles on travaille, alors qui ne se posent peut-être pas trop dans vos régions, mais finalement, quand on a des ressources en biomasse, résidus de culture, etc., effluents d'élevage, est-ce qu'il vaut mieux, mais c'est un peu les mêmes questions que se posent les forestiers, enfin elles sont de même nature, est-ce qu'il vaut mieux faire du retour au sol pour stocker ce carbone dans le sol, ou est-ce qu'il vaut mieux le faire passer dans un méthaniseur, produire un biogaz renouvelable qui va pouvoir se substituer à une énergie fossile, et puis ensuite quand même produire un digestat qu'on va retourner au sol, mais ça va faire moins de retour de carbone au sol. Donc on va gagner en effet de substitution, mais perdre un petit peu en stockage. Voilà, mais c'est des questions qu'on travaille. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, mais l'heure tourne. Et ensuite, on a une deuxième partie aussi passionnante avec Anaïs. J'ai quand même une dernière petite question, juste pour terminer. Après, on passe la parole à Anaïs. C'était juste pour avoir... d'abord, merci beaucoup pour cette présentation. C'est pour avoir un ordre grandeur de temps. Si on applique toutes les bonnes pratiques pour stocker plus dans le sol, oui. Il y a un moment, on va saturer tous les sols. Oui. Donc, si on fait tout ce qu'on a dit, on arrive effectivement à 80 milliards de tonnes par an stockées en plus dans le sol chaque année. On en a pour combien d'années? On a fait des simulations sur 30 ans. C'est pour ça qu'on dit... c'est-à-dire que notamment dans les sols agricoles, les teneurs en carbone ont fortement diminué. Et du coup, comme je le disais, c'est là où il y a du potentiel pour les réaugmenter. Et d'ici à ce qu'on atteigne la saturation dans ces sols-là, on a le temps de voir venir. Donc en 30 ans, on ne sera pas encore à la saturation. Voilà. C'est pour ça qu'on dit le stockage de carbone dans les sols, c'est un petit peu une mesure, un levier d'attente en attendant qu'on ait complètement décarboné notre économie. Voilà. Parfait, je vous remercie. Je pense qu'on peut applaudir notre intervenant. Et on va passer la parole à Anaïs qui va présenter son travail. Bonjour à tous. Alors donc je m'appelle Anaïs, habitante de Combloux aussi. Et donc il y a un peu moins de 3 ans, j'ai lancé une entreprise. Alors le lien est un peu plus global parce que c'est une entreprise qui travaille sur l'ensemble du monde. Donc on travaille aussi beaucoup sur des géographies plutôt autour de l'équateur. Et donc on travaille sur les solutions fondées sur la nature et comment booster les puits de carbone naturels via des projets et donc via des actions concrètes. Et donc il y a 2 aspects importants. Il y a booster, donc essayer de restaurer, développer des puits de carbone, et d'un autre côté, il y a aussi essayer de réduire les menaces et de baisser les pressions, parce que finalement, on a aussi tout ce côté du CO2 qui part dans l'atmosphère annuellement. Donc c'est vrai qu'on a un peu un début pareil. Donc je vais... alors, je prends ça. Ah, voilà. Il y a une petite erreur d'affichage, mais c'est pas grave. Donc on montre la même chose. Moi, peut-être, donc c'était plutôt en CO2 et pas en C, mais ce qu'on essaye de dire, c'est que tous les ans, on a presque 20 gigatonnes qui s'accumulent dans l'atmosphère. Donc tous les ans, on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute. Et donc, on essaye de trouver des solutions pour essayer de en enlever et ralentir aussi tout ce qui est émis. Donc les flux, c'est ce qu'on montrait tout à l'heure, c'est un peu la même chose, mais donc il y a 2 grands leviers avec les solutions fondées sur la nature. C'est donc bien d'essayer de ralentir les émissions, donc notamment la conversion des terres, donc la déforestation en grande partie, et on a aussi donc le côté les puits de carbone qui peuvent absorber plus. On ne travaille pas trop sur l'océan qui est assez complexe aujourd'hui, mais en tout cas sur la partie terrestre, il y a plus de leviers d'action. Et je rejoins complètement aussi la conclusion tout à l'heure. Ces solutions-là, c'est quelque chose qui peut aider, qui peut atténuer, mais au maximum de son potentiel, avec ce qu'on sait, de ce qu'on peut replanter, et si on faisait tout, on arriverait à peine à 1/3 à peu près de ce qu'on peut faire par rapport aux 20 gigatonnes là, qui sont émis en excès. On arrive à 1/3 de la solution. Donc de toute façon, il faut drastiquement réduire. Donc c'est vrai que c'est un effort combiné, mais par contre, les 2 sont vraiment complémentaires. Donc il faut bien, je ne l'ai pas retraduit ce morceau, mais éviter, réduire, et ensuite on
peut imaginer faire des contributions et des compensations et soutenir la partie puits de carbone naturel. Un élément important quand même, juste avant ça, c'est aussi que au-delà, enfin, on parle beaucoup du carbone, mais il y a aussi une myriade d'autres composantes qui sont liées, notamment la biodiversité, la perte de biodiversité, l'extinction de masse qui est en cours. Le nombre d'espèces qu'on a perdues sur la dernière décennie est absolument effarant. L'image qu'on parle souvent, c'est les insectes sur le pare-brise. C'est vrai qu'il n'y en a plus. Hein. Il y a 20 ans, il y en avait beaucoup plus. Mais donc on est en train de vivre cette extinction de masse, et donc quand on soutient les puits forestiers, quand on fait de la restauration, on restaure aussi l'habitat et on préserve aussi ces espèces. Voilà. Et donc, je suis désolée, ça a décalé, mais ça c'est juste pour vous illustrer des choses qu'on fait. Au niveau d'Hummingbirds, nos 4 piliers d'intervention. Donc on travaille sur les forêts, pas que tropicales d'ailleurs. On a aussi des projets en France où on a pu planter l'année dernière 200 hectares. Donc le plus simple, ça va être le boisement-reboisement, mais il y a aussi beaucoup d'autres leviers d'action sur la partie la protection, la conservation, et donc les parcs, notamment en Amazonie, dans le bassin du Congo et en Indonésie, qui sont un peu les 3 poumons de la planète. Et donc ici, si on arrive à réduire la pression, c'est quand même en fait vraiment hyper important, parce que on pourra replanter autant qu'on veut, on ne recréera pas à l'échelle de 100 ans, 200 ans, 300 ans une forêt primaire. Donc il y a vraiment urgence aujourd'hui à préserver l'existant, parce que ce n'est pas des choses qu'on peut recréer. Alors les plantations, c'est quand même c'est compliqué. La monoculture, c'est ce qu'il y a de plus simple, mais ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. Donc quand on fait de la plantation avec beaucoup d'espèces, ça crée une complexité, et on ne retrouve pas en fait, parce qu'on parle des arbres, mais après il y a encore une fois tout le sol, la biodiversité, les animaux, recréer tous les équilibres qu'on peut avoir. C'est des choses qui se font sur des échelles de temps très très longs. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une urgence à protéger l'existant, et notamment à bien comprendre les menaces. Les menaces, c'est quand même très souvent la conversion vers de la prairie pour soit faire de l'agriculture, donc du pâturage, soit faire finalement peut-être du soja ou des céréales qui vont aller nourrir le bétail. Donc ça, c'est vrai que c'est un des vecteurs importants, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. On travaille aussi beaucoup sur la partie mangroves, donc tous les écosystèmes côtiers, parce qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience massive de l'importance de l'écosystème mangrove, parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui protège les côtes de l'érosion. Alors, c'est sûr que c'est pas trop sur la France métropolitaine, mais on a aussi tous les territoires ultramarins, et puis en fait, les mangroves, c'est sur la zone plus 30, moins 30 degrés autour de l'équateur, protègent l'érosion des côtes, servent de nurserie pour les poissons, et aujourd'hui, sont très menacés. Donc en fait, on voit que les endroits où il n'y en a plus, en général, ça a été utilisé pour du bois de construction ou du bois de chauffe, et il n'y a plus de poissons, et la côte grignote, et on a aussi la mer qui remonte. Donc finalement, on a du sel qui arrive dans les cultures, et du coup, en fait, des terres arables qui ne le sont plus. Donc tout ça, c'est des leviers sur lesquels il est intéressant de travailler. Un des premiers drivers de déforestation aussi pour finalement la mangrove, c'est les parcs à crevettes. Donc en fait, toutes les crevettes qu'on mange à Noël, qui viennent du Venezuela ou d'Indonésie, souvent, finalement, elles sont liées, elles entraînent une déforestation massive à cet endroit-là. Et c'est vrai que, moi, je suis tout à fait d'accord sur aussi la courbe bleue dont tu parlais. Il y a aussi eu un effet très fort aussi de délocalisation. On a sorti les industries lourdes de France, donc c'est sûr que ça a baissé. Par contre, on consomme toujours autant. Donc en fait, c'est quand même assez tronqué de regarder juste aux bornes de la France sans mettre aussi tout ce qu'on importe, parce que quand même, c'est quand même une composante très très importante. Voilà, on travaille, donc l'agriculture et l'agroforesterie, je ne vais pas en parler parce que j'aurais un petit peu honte après ce bel exposé. Mais clairement, travailler sur les systèmes de production durable, c'est vraiment important pour donc faire des pratiques plus régénératrices et moins agressives, et notamment en termes d'érosion des sols. Et un des derniers leviers sur lesquels nous on travaille beaucoup, c'est clairement une thématique pays émergent, mais en fait une des sources de coupe principale, c'est donc bien sûr c'est le bois de chauffe, donc c'est vraiment le bois pour faire la cuisine. Et donc finalement, si on change le four où on a 3 pierres avec une marmite dessus par un four efficace, on va consommer 2 tiers de bois en moins. Donc rien qu'en faisant ça, en donnant un four de cuisson, en fait on va avoir des économies de consommation de bois qui sont énormes. Alors bien sûr, c'est pas très très pertinent pour Combloux, mais tout ça c'est un peu aussi une question de raisonnement. On pourrait très bien aussi se dire que ici finalement les chaudières à bois, si on arrivait à réduire aussi toute cette
consommation-là, eh ben, on économiserait de la pollution, de la consommation de bois, et on est aussi dans cette même dynamique de réduire toute la pression qu'il y a sur la forêt. Donc, par ailleurs, il y a quand même un énorme problème. Bon, je dérive un peu, mais c'est des sujets qui me tiennent beaucoup à cœur. C'est principalement les femmes qui cuisinent. Il y a 3,2 millions de morts par an à cause de la pollution intérieure des foyers. Il y a aussi 10% d'enfants là-dedans. Donc c'est quand même des vrais problèmes de santé publique. Donc c'est aussi des solutions qu'on développe donc chez Hummingbirds. Voilà, j'élargis un petit peu, mais une belle photo de mon territoire natal, la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est aussi la France. Notre raison d'être donc chez Hummingbird, c'est ce qu'on finance et on développe des projets de solutions fondées sur la nature. Je pense qu'un des gros enjeux aujourd'hui, c'est justement le financement. Comment est-ce qu'on trouve de l'argent pour finalement faire de tels projets ? Aujourd'hui, nous, on utilise beaucoup la finance carbone. La finance carbone, c'est donc un peu un gros méchant parfois, mais c'est aussi un outil magique qui permet à des entreprises qui ont décidé volontairement, parce qu'elles ne sont pas contraintes par des obligations, des politiques ou des choses externes, elles n'ont pas de contraintes particulières. En tout cas, elles décident d'aller au-delà et de faire une contribution volontaire et de financer des projets. Donc en France, on finance, l'année dernière, on a financé 40 000 réductions d'émissions avec des projets label bas carbone sur 200 hectares. Et ça, c'est le genre de solution qu'on peut trouver donc aussi à l'international. On utilise d'autres standards internationaux. Mais l'idée, c'est de faire contribuer la sphère privée, d'utiliser toutes les entreprises qui ont pris des engagements climatiques volontaires pour arriver à leur neutralité. La neutralité en 2050, en fait, ça nous paraît hyper loin, mais dites-vous que la Coupe du Monde de 98, c'était il y a encore plus longtemps que 2050. 2050, c'est dans 25 ans, donc il va falloir vraiment s'y mettre. Et malheureusement, on voit que ça traîne encore à passer à l'action. Voilà. Et pour terminer, je vous ai mis quelques projets. Voilà, c'est juste pour illustrer. Mais donc chez Hummingbirds, on a un gros projet en Ouganda de reforestation. Aujourd'hui, on est en train de développer un deuxième projet où justement, on distribue aussi des fours de cuisson améliorés autour, parce que vu qu'on plante, autant réduire aussi la pression sur l'envie de les couper derrière. On déploie des fours de cuisson au Bénin. On a un projet de gestion de forêt améliorée donc, au Mexique. Là, on travaille beaucoup, alors ça va plus plaire aux forestiers, c'est développer des plans de gestion et notamment toute la partie incendie. Donc de former les communautés locales aussi pour qu'elles aient les réflexes de ces plans de gestion-là pour du coup maintenir le puits forestier et que du coup, il se dégrade moins dans le temps. Voilà, et trois derniers pour finir. On a donc en France, on a fait des projets avec des coopératives de forestiers privés. Et donc, on a travaillé principalement sur la façade atlantique, mais là, on en lance des nouveaux. Et donc, en France, il y a une dynamique aujourd'hui assez positive avec ce label bas carbone. J'imagine que vous en avez parlé beaucoup, mais il y a pas mal de programmes d'aide. Donc, on sent qu'il y a quand même des bribes de solutions, qu'il se passe des choses, mais un des leviers que nous, on aimerait voir se développer plus, c'est justement cet engouement des entreprises privées pour justement contribuer et donc financer des projets carbone. Voilà. Et deux autres projets pour finir. Un qui est au Kenya, donc où on fait de la mangrove, donc de la plantation de mangrove, et un autre qui est de la conservation, donc dont je parlais un petit peu avant, donc avec l'ONG BirdLife International, où on protège un sanctuaire de 130 000 hectares, avec notamment une quarantaine d'espèces qui sont en voie de disparition sur la liste rouge de l'IUCN. Voilà. Et voilà, pour finir peut-être, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, ce qui est important de comprendre, c'est que le carbone, c'est pas le seul problème qu'on a, et que en fait, c'est ce qui est le plus visible et le plus mesurable, mais que en fait, le changement climatique, je pense qu'on en a tous bien pris confiance maintenant, a une myriade d'autres effets dominos, et que finalement, ce type de projet essaye d'adresser pas seulement le carbone, mais aussi beaucoup d'autres problèmes qu'on a aujourd'hui, notamment l'eau, l'accès à l'eau, l'érosion. Et voilà, vraiment la qualité de l'air et énormément de choses qui aujourd'hui disruptent complètement les équilibres et changent un petit peu ce qu'on a pu connaître et ce qui va aussi arriver au-delà. Donc voilà, je crois que c'était tout pour mes petites présentations. Merci beaucoup. Alors on va continuer. Est-ce qu'il y a des questions autour de cette présentation là-bas? J'arrive avec le micro. Tenez. Merci.
Je vous remercie pour toutes ces présentations très riches, très intéressantes. Moi, la question que je me pose, c'est vis-à-vis des populations locales qu'on dit autochtones ou peuples premiers. Enfin, comment vous faites votre formation parce qu'on sait que c'est pénétrer une communauté, c'est pénétrer un milieu, des façons d'être, des façons de faire. Et ça me paraît difficile d'imposer un changement, ou en tout cas, dès qu'on a tourné le dos, on ne sait pas ce que ça devient. Et comment est-ce qu'on fait évoluer les mentalités, et surtout comment on respecte les ressources locales et comment on partage ces savoirs locaux, parce qu'on sait très bien que nous n'avons pas toutes les solutions et qu'on en découvre beaucoup chez les autres. Voilà, je vous laisse la parole, merci. Très bonne question, merci. Alors, en fait, dans les projets, c'est vrai qu'il y a une approche très forte sur alors, comment on va le dire en français, je sais même pas comment. C'est free and prior informed consent. Donc, c'est en fait le fait de consulter la population pour que du coup, on explique le projet et que derrière, on soit assuré qu'ils ont bien compris et ils donnent leur consentement. Donc ça, c'est un document juridique qui suit les standards de la Banque mondiale. Donc pour avoir justement cette consultation-là qui est importante. Et ensuite, on a donc tout un mécanisme de suivi avec le fait de pouvoir remonter des informations, de pouvoir faire évoluer en permanence le projet. Et ensuite, on a un côté partage des bénéfices pour que du coup tout le monde soit intéressé au projet. Ça, c'est la théorie. La pratique, c'est que nous, en général, on va aller intervenir quand les gens, en général, viennent nous chercher et nous demandent de l'aide. Aujourd'hui, nous, on travaille sur une communauté indigène au Brésil. C'est eux qui sont venus nous chercher. Alors, indirectement, ils ne sont pas venus à Combloux. Mais c'est vrai qu'en fait, ils sont aussi, aujourd'hui, eux, ils sont soumis à une pression énorme, notamment en Amazonie, sur tout ce qu'on peut, voilà, la partie... Donc déforestation, il y a aussi toute la partie drogue, parce qu'il y a énormément de coca qui pousse en Amazonie, et donc il y a les trafics, enfin bon, bref, il y a les routes qui arrivent, et donc on voit tout ça qui arrive, et eux sont démunis. Donc en fait, ça les aide aussi à trouver des solutions de financement pour ne pas justement céder devant d'une certaine façon la tentation d'avoir de l'argent facile, parce que des fois des gens viennent et disent, voilà, donne-moi 10 hectares, et moi je te donne rien du tout, mais une somme symbolique, et les gens ont cette tentation-là, comme ils n'ont aucune autre alternative, de le prendre. Donc l'idée des projets, c'est vraiment de créer des alternatives économiques locales pour que du coup la communauté, les peuples qui habitent là ne soient plus sous cette pression permanente de couper la forêt. Et en fait, en général, ce qui est assez intéressant, c'est que ce qu'on a vu en Asie, dans beaucoup d'endroits, c'est que c'est très très souvent ceux qui coupaient les arbres ou qui pillaient la faune et la flore qui deviennent derrière les gardiens de la forêt. Donc c'est un petit peu, parce que eux en fait, ils font pas ça parce qu'ils aiment ça, ils font ça parce qu'ils n'ont pas d'autres alternatives. Donc on voit en Asie, il y avait énormément de trafic de pangolins, de plein d'espèces. Maintenant, en ce moment, le gros sujet, c'est les chats sauvages. Je sais pas si vous connaissez, mais qui font du café. Et donc justement, s'ils ont une alternative pour gagner de l'argent sans avoir besoin de faire ça, ils vont la prendre. Donc clairement, quand on fait ces projets-là avec des études de faisabilité qui sont assez longues, c'est de 1 à 3 ans, donc c'est vraiment prendre le temps de bien comprendre et de bien être sûr que tout le monde a envie de faire le projet, c'est trouver des alternatives, et ensuite on a toujours quelqu'un qui est localement en permanence sur place pour gérer le projet. Ça c'est important, d'avoir un ancrage local. Très bien, merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je vais peut-être juste relayer. On se posait la question, on n'a peut-être pas suivi. Est-ce que c'était une association ou une ONG ou une entreprise ? C'est une entreprise. C'est une entreprise. Tout à fait. Okay. Super. Il y avait qui c'est là-bas ? J'arrive. Merci. Simplement, donc vous avez évoqué effectivement toutes ces problématiques, notamment dans les pays tropicaux, mais on est quand même face à une croissance démographique qui est là et qui, quelque part, conditionne tout ça. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, quand on va en Afrique, sincèrement, eux, ils s'en foutent de nos problèmes de carbone. Eux, ils veulent du travail et ils veulent à manger. Donc quand on leur explique qu'en fait, ils vont pas pouvoir avoir de pétrole parce que, désolé, maintenant, il y a le changement climatique, c'est pas leur réalité à eux. Donc, mais par contre, ce qu'on voit très clairement, c'est que eux, ils switchent, c'est-à-dire qu'ils passent directement. En fait, ils ont jamais eu de téléphone fixe, ils sont passés directement au mobile. Et là-bas, on voit aussi qu'il y a un fort développement des énergies renouvelables, solaires, etc. Parce qu'en fait, ils passent directement à ça. Donc il y a quand même un gap où ils vont directement aller sur des choses plus propres, qui consomment moins
loin et ce type-là de solutions. Mais oui, il y a un problème démographique. Après, bon, ça c'est encore un autre débat, mais on voit aussi qu'il y a des projections démographiques qui atteignent aussi sur l'Inde notamment et sur ces gros pays-là, qui disent que maintenant, comme la Chine, ça redescend. Donc je ne suis pas experte en démographie, mais bien sûr que c'est un sujet. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle ? Françoise. Merci. Moi, je voudrais que tu nous donnes un petit aperçu des sources de financement. Ça a l'air d'être quand même un peu compliqué. C'est plus facile de trouver sur le public, je suppose, l'Europe ou est-ce que les banques privées sont à l'heure actuelle plus sensibles à ce genre de démarche et comment vous faites ? Oui, c'est une très bonne question. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on est vraiment une entreprise et que l'idée, c'est de montrer que derrière, il y a un business model. Parce qu'aujourd'hui, on ne valorise pas du tout ce que les écosystèmes font pour nous tous, en fait, et de dire que finalement, la forêt debout, elle a une vraie valeur. Donc on est une entreprise et aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire un petit peu du capital naturel, un nouvel asset d'investissement comme les renouvelables il y a 15 ans à peu près. Donc il y a beaucoup de fonds maintenant, il y a beaucoup de banques qui s'y intéressent, mais ça reste encore le début. Donc là aujourd'hui, la réalité pour nous, c'est qu'on a été financé par des entrepreneurs, donc un peu des business angels, on peut dire, français depuis le début. On a levé 15 millions pour Hummingbird il y a 3 ans. Et à aujourd'hui, nous, on travaille principalement avec des banques de développement. Donc ça, c'est des banques qui vont principalement financer les pays émergents. Donc des banques de développement européennes qui vont financer. Mais le dernier point qui est quand même très important dans le triptyque, un peu entre le développeur, le financeur et finalement l'utilisateur, le vrai client, c'est quand même les entreprises. Donc il y a un vrai rôle à jouer que les entreprises achètent à la fin ces crédits carbone dans une démarche intègre de réduction et ensuite de contribution, compensation. Voilà. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Non ? Eh ben, on va clôturer cette première conférence passionnante. Merci à nos 2 intervenants.